La canne, c'est un truc de vieux. C'est vrai, c'est un accessoire de soutien, c'est un accessoire désuet. Le port de la canne n'est d'aucune utilité pour moi qui suis en mes vertes années. C'est absurde de porter la canne en 2022. Mais, aux yeux d'un homme du début du siècle dernier, il y a bien plus absurde que cela. Il y a les paroles que je viens de tenir. En effet, à l'âge d'or de la canne, entre 1830 et 1914, aucun gentilhomme n'aurait songé à sortir sans l'indispensable accessoire. Ce n'est qu'au tournant des années 50 que la canne sera associée à la vieillesse. Mais alors, pourquoi la canne a-t-elle disparu dans la garde-robe du gentilhomme? Qu'est-ce qui a fait que cet accessoire, autrefois aussi indispensable que le chapeau ou les chaussures, est tombé en désuétude? C'est à travers cette interrogation que je vais m'efforcer en quelques minutes de vous raconter mon histoire qui m'a mené à cette relation si particulière que j'entretiens avec la canne, que je fabrique, que je vends, que je porte et que j'essaie tant bien que mal de remettre au pinacle. Pour cela, il faut remonter à 2020. Avant le confinement, je me suis découvert une passion pour le travail du bois, mais j'étais constamment frustré par le manque de temps et la fatigue d'une journée de cours. Et si le confinement a tous plus ou moins changé la vie de tout le monde, il fut pour moi une véritable bouffée d'air pur, un rêve éveillé. J'étais affranchi des contraintes de temps, je n'avais plus l'école pour me pomper toute mon énergie. Et autant vous dire que les cours en ligne, c'était loin d'être ma priorité. J'ai donc pu développer mon atelier et commencer à vendre quelques créations. Mais hélas, toutes les belles histoires ont une fin. En septembre 2020, après 5 mois et demi sans école, à travailler librement, il a fallu rentrer au lycée. Le contenu des cours ne m'intéressait vraiment pas. Et je savais que ce que je voulais faire, c'était rentrer chez moi, aller dans mon atelier pour expérimenter de nouvelles techniques et développer mes compétences. J'étais donc absent à au moins la moitié des cours, et je savais que de toute façon, ça n'allait pas continuer ainsi pendant 3 ans. Et puis, à la rentrée des premières petites vacances, j'ai eu un blocage. Je ne pouvais pas y aller, c'était impossible, ça ne pouvait pas continuer. J'ai donc basculé dans la case des personnes déscolarisées. Alors, le terme déscolarisé d'ailleurs, qui est un adjectif qui nous qualifie sur ce qu'on n'est pas, au lieu de prendre en compte ce qu'on est. Bref, parenthèse fermée. Une fois, dé... Une fois déscolarisé, j'ai donc eu beaucoup plus de temps. C'est là que je décide de créer mon premier business. J'ai trouvé dans la rue un ancien piétement de machine à coudre à pédale. J'ai fixé dessus une planche avec des roulements qui entraînent un axe et une meule. Et à 14 ans, j'ai fabriqué un touret à meuler avec des matériaux de récupération trouvés dans la rue. Je suis ensuite allé... Pardonnez-moi. Je suis ensuite allé voir le placier du marché local et il a accepté que je me mette sur le côté pour affûter les couteaux des passants. En un mois, j'ai fait 500 € en travaillant 4 heures par semaine. J'avais beaucoup de demandes et il n'y avait zéro offre. C'est donc moi qui fixais les prix. C'était merveilleux. Je pouvais rencontrer des gens, échanger, leur rendre service, voir le sourire des personnes âgées, heureuses de pouvoir enfin se servir du couteau familial hérité qui ne coupait plus malheureusement. Et surtout, gagner de l'argent à la mesure du service rendu était une gratification extraordinaire. Je n'avais jamais connu ça. Mais malheureusement, encore une fois, toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut savoir que ce que j'ai fait en France, c'est interdit. Vous pourriez me dire, il n'y a pas de raison, je viens, je rends service aux gens, ils acceptent de me payer. Alors, certes, c'est pas officiel, mais ça reste honnête. Et puis, il y a des gens bizarres qui sont venus et qui ont commencé à me parler de juridiction, de cabis, de sirettes, un lexique un peu bizarre, digne d'une secte un peu étrange. Et puis un jour, la police est arrivée, je vous épargne les détails, mais disons que la déscolarisation mêlée à une activité de délinquance, ça n'a pas vraiment plu aux services sociaux. Mais franchement, je les plains parce qu'avec moi, ils avaient l'air franchement perdus. Je m'exprimais correctement, il n'y avait pas d'histoire de drogue, pas de violence familiale, juste un jeune de 15 ans qui veut travailler et qui ne pouvait pas. Autant vous dire qu'ils étaient complètement déboussolés, ils n'avaient jamais eu affaire à un tel cas. Suite à cet épisode tumultueux,
J'ai discuté avec quelqu'un qui souhaitait ouvrir dans sa maison un marché aux artisans, et il était suffisamment ouvert d'esprit pour ne pas me parler de règles, de juridiction, de normes, ce genre de choses. J'ai donc pu continuer pendant à peu près un an mon activité d'affûtage sans problème. Depuis cet événement, j'ai décidé d'éloigner le plus possible de mon cercle professionnel les gens qui passent leur temps à me parler des règles. Je les appelle les juristes cerveau gauche. Juristes parce qu'ils n'ont que la loi en tête, cerveau gauche parce que c'est le cerveau rationnel. Ça leur coupe toute créativité, à croire que leur cerveau droit n'est pas irrigué. Ce sont des gens qui sont fondamentalement fermés d'esprit et pas prêts au changement. Pour moi, les règles ne suffisent pas. Pour créer, il faut sortir du cadre qui existe déjà. Pour moi, les règles, c'est une ressource, au même titre que l'argent ou le temps, par exemple. Les règles nous guident et nous donnent à peu près le chemin à suivre. Ça peut être quelque chose que l'on risque pour une plus-value future ou quelque chose que l'on garde précieusement dans un coffre. Pour moi, l'éthique personnelle a autant si ce n'est plus de valeur que la loi, parce que l'État n'a pas le monopole de l'éthique. Alors, il ne s'agit pas de refuser tout ordre commun, mais de ne pas déléguer complètement les questions d'éthique à l'État. Il y a des choses qui sont dans les règles, mais qui ne sont pas morales pour autant. Mais alors, pourquoi j'ai décidé d'éloigner le plus possible de mon cercle professionnel le juriste cerveau gauche ? En effet, ça pourrait être intéressant de collaborer avec lui. Eh bien parce que ce sont des gens qui seront enclins, dans le respect de la loi, à faire des choses profondément immorales. Si vous vous faites avoir par quelqu'un qui a la loi avec lui, vous ne pouvez rien faire. Ça m'est déjà arrivé, et encore plus si vous avez moins de 18 ans. Maintenant que je vous ai raconté mon histoire, revenons-en à la canne. Vers l'été 2021, je fais ma première canne, une canne à système avec un pic à glace dedans. En fin d'année, le média Néo prend contact avec moi et réalise un reportage. Le reportage a fait plus de 10 millions de vues. Autant vous dire que c'est énorme. Personne ne sait ce qui a fait que ça a eu autant de succès. Toujours est-il que ça a complètement changé ma vie. Dans ce reportage, je montre ma première canne parmi mes réalisations, et c'est là que naît tout un engouement autour de la canne. Je me renseigne davantage sur cet objet, j'en fabrique d'autres. Je suis même allé en Belgique rencontrer le dernier fabricant de cannes à la main, Pierre Van Herk. C'est ainsi qu'on arrive aujourd'hui à la relation que j'ai avec la canne, que je fabrique, que je vends et que j'essaie tant bien que mal de remettre au pinacle. C'est très bien tout ça, mais pour me dire, pourquoi la canne ? Eh bien, pour 3 raisons. Primo, la canne est une possibilité de créativité infinie. En effet, si on prend du recul, qu'est-ce que c'est qu'une canne ? C'est un objet d'au moins 80 cm, solide dans sa longueur. C'est tout. À partir de là, il y a 2 impératifs à allier, caractère et grâce. À partir de là, toutes les possibilités de créativité sont infinies. On peut varier les matériaux, les formes, les couleurs, les bois. On peut même mettre des systèmes dedans, comme un tire-bouchon. Secondo, l'esprit d'un homme se devine à la manière dont il tient sa canne. C'est pas moi qui le dis, c'est Balzac. La canne est le reflet de votre personnalité. Par exemple, tenir sa canne par le milieu et la balancer signifie la confiance en soi, signifie qu'on est sûr de soi. La planter énergiquement comme ça à chaque pas signifie que l'on est contrarié, qu'on est énervé. Une prise anarchique un peu comme ça signifie la versatilité, l'indécision. À l'heure où notre apparence pour le meilleur et pour le pire dit tout de nous et où le moindre accessoire compte, la canne a tout pour revenir à la mode. Tertio, je vais enfin vous dire pourquoi la canne a disparu. Au début du XXe siècle, à l'apogée de la canne, un phénomène va tout bouleverser. La voiturisation. À une époque où tout Paris se déplaçait à pied, la voiture va tout changer. Désormais, on ne frime plus avec une belle canne, mais avec une belle voiture. De plus, les injonctions de la société industrielle ne nous permettent plus de se déplacer avec la canne qui nécessite une certaine oisiveté dans la démarche. Mais aujourd'hui, à l'heure où les gens se déplacent à nouveau à pied, surtout vu le prix de l'essence, à l'heure où le désir de bien s'apprêter revient en force, notamment chez les jeunes, à l'heure du dandysme, la canne a tout pour séduire. La canne n'est pas synonyme de vieillesse, mais elle traduit la maturité et l'assurance.
Aujourd'hui, bien s'habiller, embrasser la beauté, créer de la beauté, c'est devenu si curieux et inconvenant que c'est désormais un symbole de révolte dans un monde aussi terne et maussade. C'est pourquoi j'ai le grand projet, en m'exerçant à la sculpture, de mettre des pommeaux en forme de grands personnages en bronze, comme ça se faisait beaucoup autrefois. En mettant des bustes sur des cannes, je souhaite non seulement permettre aux gens d'avoir accès à cette beauté au quotidien, mais en plus de pouvoir la transporter avec eux pour la montrer au monde. C'est ça le plus important. Porter la canne à l'heure actuelle, c'est être adulte face à un monde de plus en plus superficiel. Porter une cravate, porter un chapeau, c'est une révolte aujourd'hui. Le chapeau, autrement appelé le couvre-chef. À vous de savoir si vous voulez l'être, le chef. Alors je vous pose la question, à chacun d'entre vous. Qu'attendons-nous pour nous révolter ? Merci à tous.